Bonjour mes chers amis et bienvenue. Avant de commencer, fermez les yeux un court instant et imaginez ceci. Vous êtes dans votre jardin, les mains dans la terre, plantant un jeune arbre. Vous creusez le trou, installez les racines, tassez la terre, puis vous faites quelque chose qui ferait hocher la tête à la plupart des jardiniers modernes. Vous placez un simple cercle de pierre autour de ce petit arbre. Vous l'arrosez une fois, peut-être quelques fois pendant qu'il est encore jeune, puis vous vous en allez, et vous ne l'arrosez plus jamais. Pas la semaine suivante, pas l'été prochain, pas même pendant ces sécheresses qui fendent le sol et transforment les pelouses en paille. Les années passent, les saisons changent, vous vieillissez, vos enfants grandissent, et cet arbre ne se contente pas de survivre, il prospère. Il devient vert quand tout ce qui l'entoure se flétrit. Il porte des fruits, de vrais fruits, assez lourds pour remplir des paniers. Il se tient là comme une sentinelle silencieuse, indépendant et fort pendant 60 ans. Maintenant, soyez honnêtes. Cela ressemble à un conte de fées, n'est-ce pas? Ou pire, à une publicité nocturne promettant une terre magique et des récoltes sans effort. Mais mes amis, ce n'est pas de la magie, c'est de la physique, c'est de l'histoire, et c'est une sorte de sagesse oubliée que le monde romain comprenait il y a 2000 ans, que les peuples autochtones du sud-ouest américain pratiquaient en plein désert, et qu'un humble grand-père a prouvé de ses propres mains à l'époque moderne. Aujourd'hui, nous partons pour une petite enquête. Nous allons déterrer un secret enfoui sous le temps et sous le gravier. Et nous allons découvrir comment un simple cercle de pierre peut discrètement changer les règles de l'arrosage. Surtout pour ceux d'entre nous qui en ont assez de traîner des tuyaux, fatigués de porter de lourds seaux et lassés d'avoir l'impression que le jardin dépend de notre dos pour survivre. Alors, si vous avez déjà regardé votre facture d'eau, ou ressenti cette douleur familière aux épaules, ou si vous vous êtes simplement demandé comment la nature continue d'avancer sans aide constante, restez avec moi car l'histoire du pommier de 60 ans pourrait changer à jamais votre façon de voir votre jardin. Soyons honnêtes les uns envers les autres, mes chers amis. Nous aimons nos jardins. Vraiment. Mais certains jours, n'avez-vous pas l'impression que c'est le jardin qui nous possède? Cela commence innocemment. Un petit arrosage le matin, un coup de jet rapide avant le dîner, puis une semaine de canicule arrive. Les feuilles s'affaissent. Le sol devient pâle et poussiéreux. Et soudain, nous traînons ce tuyau comme une bouée de sauvetage. Il se plie, s'en mêle, accroche les coins. Nous le tirons à travers la cour, comme si nous hissions une ancre. Et le plus cruel, c'est ceci. Nous faisons tout ce travail, et la majeure partie de l'eau n'aide même pas. On nous dit que l'eau, c'est la vie, et c'est vrai. Mais la façon dont nous l'utilisons aujourd'hui peut être d'une inefficacité choquante. Nous la pulvérisons sur la surface, et le soleil nous fixe comme un fourneau. Le vent s'engouffre comme un voleur, et avant que cette eau n'atteigne les racines, elle s'évapore. Les scientifiques ont un chiffre pour cela, et il n'est pas rassurant. Avec l'irrigation de surface traditionnelle, jusqu'à 70% de ce que nous appliquons peut ne pas atteindre les racines de la plante. Réfléchissez-y un instant. Pour chaque 10 gallons que vous portez, versés ou payés, 7 peuvent être gaspillés, soulevés par vos épaules, traînés par vos bras, puis volés par l'évaporation, emportés par le ruissellement ou avalés par des mauvaises herbes qui semblent pousser plus vite à mesure que nous vieillissons. Ce n'est pas du jardinage, c'est un tapis roulant. Et il y a un autre coût caché, celui qu'on ne remarque que lorsqu'il est déjà ancré dans la plante. Quand nous arrosons superficiellement et souvent, nous apprenons aux racines à vivre de manière superficielle et fréquente. Nous les gâtons. Nous leur donnons de petites gorgées fréquentes juste à la surface, pour qu'elles n'apprennent jamais à chercher. Elles n'apprennent jamais à plonger. Elles stagnent dans cette couche supérieure du sol,
celle-là même qui s'assèche en premier, nous attendant comme une horloge. Alors quand la chaleur arrive, la plante panique. Quand nous manquons un jour, elle flétrit. Quand une sécheresse s'éternise, elle souffre. Non pas parce que la nature l'a abandonnée, mais parce que nous l'avons accidentellement élevée pour qu'elle dépende de nous. Et au fil des ans, le programme s'alourdit. Le tuyau semble plus long. L'été semble plus chaud. Le levage semble plus dur pour le dos et les épaules. Beaucoup d'entre nous atteignent un point où nous ne voulons plus d'un jardin qui exige constamment de nous. Nous voulons un jardin qui nous donne en retour. Alors, voici la question qui change tout. Et s'il existait dans la nature un système qui fonctionne comme une valve d'eau unidirectionnelle, quelque chose qui laisse entrer l'humidité mais refuse de la laisser s'échapper? Et si le secret pour arroser moins n'était pas un nouveau gadget ou une ligne d'irrigation compliquée, mais un concept ancien et silencieux qui transforme le sol lui-même en recycleur? Parce qu'une fois que l'on voit quelle quantité d'eau disparaît d'un sol nu, le vrai mystère n'est pas de savoir pourquoi nos jardins peinent. Le vrai mystère est celui-ci. Comment quiconque, n'importe où, a-t-il pu cultiver de la nourriture sans devenir l'esclave du tuyau d'arrosage? Pour trouver la réponse, nous devons remonter le temps. Pas de quelques décennies, mais de près de 2000 ans, jusqu'à l'Empire romain, lorsque les ingénieurs construisaient des aqueducs qui nous émerveillent encore. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. Les Romains n'étaient pas seulement des maîtres de la pierre et de l'eau dans les villes. Ils étaient aussi passés maîtres dans l'art de cultiver de la nourriture là où cela semblait presque impossible. Ils aimaient leurs vignobles et leurs oliveraies. Et ils prisaient un légume que nous célébrons encore aujourd'hui, l'asperge. En fait, Auguste lui était si dévoué que les récits disent qu'il organisait même des transports spéciaux pour elle. Pourtant, le vrai mystère n'est pas leur appétit, c'est leur paysage. Une grande partie de la Méditerranée et des endroits comme le désert du Néguev sont rocheux, secs et impitoyables. Alors, comment maintenaient-ils les cultures en vie sans tuyaux, arroseurs ou irrigation moderne? Ils utilisaient des pierres. Des écrivains romains comme Columelle et Pline l'Ancien ont décrit une pratique qui semble insensée aux oreilles modernes. Ils n'enlevaient pas toujours les pierres des champs. Parfois, ils les laissaient. Parfois, ils en apportaient d'autres parce que ces pierres n'étaient pas des déchets. Elles faisaient partie du système, et le sol en garde encore les preuves. Dans le Néguev en Israël, les archéologues ont trouvé des milliers de monticules de pierres. Pendant des années, les gens ont débattu de ce qu'ils étaient. Des stèles funéraires, des tas de déblaiements, des décombres sans importance. Mais le nom arabe local a discrètement résolu l'énigme. Touleilat el-Anab, ou monticule de vigne. Maintenant, voici le rebondissement qui ramène l'histoire chez nous, en Amérique. Entre 1300 et 1500 après J.C.Ant, les peuples pueblos ancestraux et sinaguas du sud-ouest, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique ont construit des jardins de paillis de galets, des hectares de terre couverts de gravier utilisés pour cultiver du maïs et de l'agave, là où la pluie était une bénédiction rare. Aujourd'hui, les scientifiques appellent cela l'agriculture à paillis lithique. Lithique signifie simplement pierre. Différents continents, différents siècles, la même idée. Ils comprenaient quelque chose que nous avons largement oublié. Une roche n'est pas seulement un objet dur. Elle peut agir comme un bouclier sur le sol, comme une batterie pour la chaleur, et plus surprenant encore, comme un récolteur silencieux de l'eau de l'air. Alors, comment une simple couche de pierre peut-elle faire le travail d'un arrosoir? À première vue, cela semble illogique. La plupart d'entre nous ont grandi en croyant que les pierres rendent le sol plus chaud et plus sec. Et oui, si vous dispersez quelques pierres sur un sol nu et que vous en restez là, vous n'obtiendrez pas de miracle. Mais les anciens systèmes n'étaient pas aléatoires. Ils étaient réfléchis. Et quand on comprend la physique, cela cesse de ressembler à du folklore
et commence à ressembler à de l'ingénierie silencieuse. Cette méthode fonctionne parce que le paillis de pierre change ce qui arrive à l'eau et à la chaleur à la surface du sol. Il transforme le haut de votre jardin en un petit climat protégé, un climat qui recycle l'humidité au lieu de la laisser s'écouler. Et cela se produit grâce à 3 principes simples. Le premier est ce que j'appelle le piège à vapeur. Lorsque vous arrosez un sol nu, le soleil commence immédiatement à aspirer cette humidité vers l'air. La surface s'échauffe. L'eau monte sous forme de vapeur. Et en quelques heures, vous avez payé pour une eau qui est déjà partie. Mais quand vous couvrez le sol d'une couche de 5 à 7 cm de gravier ou de petites pierres, vous brisez ce cycle. Les pierres ombragent le sol. Elles refroidissent la surface. Et quand l'humidité en dessous tente de monter, elle rencontre le dessous de ces pierres plus fraîches, se condense et retombe en gouttes. C'est comme un couvercle sur une casserole, sauf qu'au lieu de piéger la vapeur pour cuire les aliments, il piège la vapeur pour maintenir les racines en vie. Dans de nombreux cas, cela peut réduire l'évaporation de plus de moitié. Maintenant, le deuxième principe est la batterie thermique. Les pierres possèdent ce que nous appelons une masse thermique. Pendant la journée, elles absorbent la chaleur lentement. La nuit, elles la restituent lentement. Cette chaleur douce maintient la température du sol plus stable. Elle peut protéger les racines des coups de froid soudains, prolonger la saison de croissance et, tout aussi important, maintenir active la vie de votre sol. Car les microbes et les champignons qui créent la fertilité n'aiment pas les extrêmes. Ils aiment les conditions stables et vivables. En ce sens, une couche de paillis de pierre devient une sorte de couverture chaude. Une couverture qui ne pourrit pas, ne s'envole pas et ne disparaît pas au printemps. Mais le troisième principe est celui qui intrigue le plus. Car c'est là que les pierres cessent d'être un bouclier pour devenir un récolteur d'eau. Dans les régions arides, et même dans un jardin normal lors d'une nuit d'été humide, les pierres refroidissent plus vite que l'air environnant. Vous avez déjà vu cela avec un verre de limonade froide par une journée chaude. Comment l'extérieur transpire. Ce n'est pas la boisson qui fuit, c'est l'air qui rend son humidité. Les pierres peuvent faire la même chose la nuit. En refroidissant, l'humidité de l'air se condense sur leur surface en minuscules gouttelettes. Ces gouttelettes glissent à travers les interstices, ce que les scientifiques appellent les espaces interstitiels, et elles s'égouttent dans le sol en dessous. Dans les bonnes conditions, un système de paillis de pierre peut récolter jusqu'à un demi-litre d'eau par mètre carré en une seule nuit, à partir de rien d'autre que l'air. Et une fois que vous réalisez cela, les monticules de vignes romains cessent de ressembler à des tas de gravats. Ils commencent à ressembler à un système d'irrigation sans pièces mobiles. Car les Romains n'avaient pas besoin de mots modernes comme condensation ou masse thermique. Ils n'avaient pas besoin de mesurer l'humidité ou de calculer le point de rosée. Ils n'avaient besoin de remarquer qu'une seule chose. Le sol sous les pierres restait sombre, frais et vivant, tandis que le sol exposé se transformait en poussière. Et cette différence, sol sombre contre poussière, est le moment où toute l'histoire commence à basculer. Maintenant, mes chers amis, laissons de côté la théorie un instant car les jardiniers ne vivent pas de schémas. Nous vivons de résultats. Imaginez donc un endroit sec, brûlé par le soleil, où l'eau n'est pas une commodité, c'est une décision. À la limite du haut désert du Nouveau-Mexique, près de la vallée de Mesilla, il y a une histoire que les anciens racontent encore à propos d'un cultivateur amateur, à la retraite. Pour ce film, nous l'appellerons Ray Carter. Ray n'a pas installé de ligne de goutte à goutte. Il n'a pas creusé de tranchées. Il n'a rien construit de sophistiqué. Quand son pommier était jeune, il a fait 3 choses simples. Il a arraché les mauvaises herbes,
a déposé une modeste couche de compost et a recouvert le sol d'une couche délibérée de petites pierres. Et voici le détail qui rend toute la méthode honnête. Pendant les 2 premières années, Ray a arrosé l'arbre juste assez pour qu'il s'installe. Puis il a laissé les pierres et les racines faire le vrai travail. Il n'essayait pas de dorloter l'arbre. Il l'entraînait. Il voulait que les racines s'enfoncent au-delà de la zone d'évaporation, à 3 ou 4 mètres de profondeur dans l'humidité stable du sous-sol, puis il s'est arrêté. Pendant les 58 années suivantes, cet arbre n'a reçu aucun arrosage supplémentaire. Il a survécu à des sécheresses qui ont bruni les pelouses et à des vagues de chaleur qui ont brisé des arbres plus faibles. Pourtant, il a continué à bourgeonner. Il a continué à donner des fruits, non pas parce qu'il était plus fort que la nature, mais parce qu'il travaillait enfin avec elle. Et puis est venu le moment qui transforme cette idée ingénieuse en une preuve viscérale. La 60e année, l'année même où Ray est décédé, ce pommier a produit sa plus grosse récolte, 120 kilos, soit plus de 260 livres de pommes. Un arbre que les normes de jardinage modernes qualifieraient de négligé a offert l'abondance tout à la fin. Et la raison n'était pas sentimentale. Elle était structurelle. Les pierres protégeaient l'humidité, recyclaient la vapeur, atténuaient les variations de température et aidaient le sol à rester plus sombre, plus frais et vivant, tandis que les racines entraînées tôt descendaient assez profondément pour rester indépendantes. C'est ce que cet arbre a prouvé. Quand nous concevons avec la thermodynamique et le comportement de l'eau plutôt que de les combattre, les plantes ne deviennent pas fragiles, elles deviennent résilientes. Je sais ce que vous pensez, mes chers amis. Tout cela semble merveilleux, mais je ne vais pas transporter des rochers dans mon jardin, et vous ne devriez pas le faire. L'un des meilleurs aspects de cette méthode, surtout pour ceux d'entre nous qui sont dans leurs années dorées, c'est qu'il s'agit d'un projet à faire une fois pour en bénéficier pendant des années. Et voici la surprise. Vous n'avez pas besoin de pierres géantes. En fait, les petites pierres fonctionnent souvent mieux car elles couvrent plus uniformément et créent plus de petits espaces d'air pour que l'humidité se condense et glisse vers le bas. Alors, rendons cela pratique, simple et doux pour le corps. La première étape est de partir sur une base saine. Choisissez un arbre ou un arbuste. Ensuite, éliminez l'herbe et les mauvaises herbes dans un cercle d'environ 1 mètre à 1,20 mètre autour de la base. Cela importe plus qu'on ne le pense, car les mauvaises herbes ne sont pas seulement ennuyeuses, ce sont des voleuses. Elles boiront l'humidité que vous essayez de sauvegarder. La deuxième étape est la couche de nutriments. Comme nous n'allons pas labourer ce sol, nous le nourrissons d'abord. Étalez une couche de 5 à 7 cm de bon compost ou de fumier vieilli directement sur le sol nu. Considérez cela comme un long repas pour la vie de votre sol, scellé et protégé sous les pierres où il ne se desséchera pas si vite. La troisième étape est l'armure de pierre. Utilisez des pierres de la taille d'un point ou plus petites. Le gravier ou les galets de rivière fonctionnent à merveille. Étalez-les sur une épaisseur d'environ 5 à 7 cm, soit environ 2 à 3 pouces. Assez épais pour ombrager et protéger, mais pas au point de devenir difficile à manipuler. Et, s'il vous plaît, retenez un avertissement important. N'empilez jamais de pierres directement contre le tronc. Laissez un trou, une zone tampon libre d'environ 10 à 15 cm autour du tronc pour que l'écorce puisse respirer et pour ne pas inviter la pourriture. La quatrième étape est de choisir la bonne pierre. Toutes les roches ne se comportent pas de la même manière avec le temps. Pour la plupart des arbres fruitiers, le granit ou les galets de rivière sont un choix sûr car ils sont chimiquement neutres. Essayez d'éviter le calcaire si vous travaillez avec des plantes acidophiles comme les bleuets, car le calcaire peut lentement rendre votre sol alcalin. Et si vous voulez être encore plus astucieux, rappelez-vous ceci. Les pierres plus sombres
absorbent plus de chaleur, ce qui aide dans les climats plus frais, tandis que les pierres plus claires réfléchissent la chaleur, ce qui peut aider dans les régions plus chaudes. La cinquième étape est l'établissement. S'il s'agit d'un nouvel arbre, arrosez-le normalement pendant la première ou les 2 premières années. Vous ne transgressez pas les règles, vous entraînez les racines. Vous les encouragez à pousser au-delà de cette couche de surface fragile. Une fois que l'arbre est établi, le paillis de pierre commence à faire ce pourquoi il a été conçu. Protéger l'humidité, recycler la vapeur et récolter de minuscules quantités d'eau de l'air nocturne. Et puis, mes amis, vous avez fini. Pas de désherbage constant, pas de renouvellement du paillis de bois chaque printemps car il pourrit et disparaît. Pas d'impression d'être enchaîné à un calendrier d'arrosage tous les 2 jours. Vous avez construit une petite forteresse silencieuse pour les racines de votre arbre. Et vous avez échangé un travail quotidien contre une résilience à long terme. Maintenant, mes chers amis, voici où cette histoire devient encore plus utile. Car cette idée de cercle de pierre n'est pas seulement pour les arbres fruitiers. C'est un modèle, un principe. Et une fois que vous le voyez, vous commencez à repérer où il s'adapte partout dans le jardin. Vous souvenez-vous de ce que nous disions tout à l'heure sur les Romains et leur amour pour l'asperge? L'asperge est une plante vivace. Elle ne vous demande pas de recommencer chaque année. Elle revient discrètement, fidèlement, saison après saison, comme une vieille amie qui n'oublie jamais le chemin de la maison. Une aspergeraie bien entretenue peut durer de 20 à 30 ans, et de nombreux jardiniers considèrent que c'est l'une des cultures à long terme les plus gratifiantes que l'on puisse planter. Mais dans l'horticulture romaine traditionnelle, ils attendaient quelque chose d'encore plus ambitieux. Ils prévoyaient que leur plate-bande de vivaces dure toute une génération. Et c'est là que cela devient plus qu'un conseil de jardinage. Cela devient une mentalité de transmission. Il y a un vieux dicton qui dit qu'on plante des poiriers pour ses héritiers. Eh bien, avec le paillis de pierre, vous pouvez aussi planter des asperges pour vos héritiers. Parce que vous construisez une plate-bande qui ne s'effondre pas au moindre manque d'entretien pendant 1 semaine. Vous construisez quelque chose qui garde sa forme, garde son humidité et tient sa promesse. Les conseils modernes nous disent souvent de pailler les asperges avec de la paille ou des copeaux de bois. Et parfois cela fonctionne, mais ces matériaux pourrissent. Ils se décomposent, ils disparaissent. Et les années humides, ils peuvent favoriser les champignons et créer le genre de surface détrempée que l'asperge n'apprécie pas toujours. Car si vous regardez l'asperge à l'état sauvage, elle vous dit sa préférence sans mots. Elle prospère souvent dans des endroits rocheux et bien drainés, sur les falaises côtières, les sols sablonneux, les terrains accidentés où l'eau ne stagne pas. Ainsi, lorsque vous utilisez du gravier ou de petites pierres comme paillis dans une plate-bande de légumes vivaces, vous ne faites pas de l'esthétisme. Vous imitez la nature, vous améliorez le drainage, vous ombragez le sol, vous réduisez l'évaporation, et vous faites quelque chose qui est peut-être le plus grand cadeau que vous puissiez faire à une aspergeraie. Vous supprimez les mauvaises herbes, car les mauvaises herbes sont l'ennemi numéro 1 d'une plantation d'asperges établie. Elles volent l'humidité, volent les nutriments et volent la lumière du soleil. Et elles le font sans relâche. Un paillis de gravier rend ce vol plus difficile. Et puis vient le bonus qui fait sourire tout jardinier. Les pierres se réchauffent et gardent la chaleur. Cela signifie que le sol se réveille plus tôt au printemps. Et une chaleur précoce du sol signifie souvent des pointes précoces. Ces tiges tendres vertes et violettes qui ressemblent au premier vrai oui après l'hiver. Même principe, même ingénierie silencieuse. La pierre ne pourrit pas. Elle ne disparaît pas à la saison suivante. Elle ne vous demande pas de refaire le travail chaque année. Elle reste et elle sert. Mes chers amis, alors que nous avançons dans nos années de sagesse,
nous commençons à penser un peu différemment au temps. Nous pensons à ce que nous avons construit, à ce que nous avons appris à la dure, et à ce que nous voulons laisser derrière nous, pas seulement pour nos enfants et petits-enfants, mais aussi pour les parties plus paisibles de nos propres vies, nos matinées, notre énergie, notre paix. Et c'est pourquoi cette idée de cercle de pierre est importante, car c'est plus qu'une astuce agricole. C'est une philosophie. Elle nous rappelle que nous n'avons pas toujours besoin de nous battre contre le jardin pour mériter ses cadeaux. Nous n'avons pas toujours besoin de porter, de traîner, de pulvériser et de nous agiter pour prouver que nous nous en soucions. Parfois, la chose la plus intelligente que nous puissions faire est de mettre en place les bonnes conditions et de prendre du recul. Vous l'avez vu dans le monde antique. Les Romains comprenaient que la pierre pouvait protéger l'humidité et stabiliser le sol. Les agriculteurs du désert comprenaient que les roches pouvaient récolter l'air nocturne. Et à notre époque, un simple pommier a prouvé la même vérité de la manière la plus pratique possible. Quand les racines descendent profondément et que la surface est protégée, une plante peut devenir indépendante. Imaginez donc ceci. Imaginez planter un arbre cette année, déposer du compost, former ce cercle de pierres silencieux et savoir que bien après que vous aurez cessé de soulever des tuyaux, ou bien après votre départ, cet arbre sera toujours là, aspirant toujours la rosée de l'air nocturne, gardant toujours un sol vivant et sombre sous lui, donnant toujours des fruits saison après saison, comme s'il se souvenait des mains qui l'ont installé. C'est un héritage que l'on peut toucher. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà utilisé des roches ou du gravier dans votre jardin? Avez-vous remarqué comment le sol en dessous reste plus frais et humide? Partagez votre histoire dans les commentaires, car votre expérience peut être l'encouragement précis dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si vous avez apprécié ce voyage dans la sagesse oubliée, s'il vous plaît, donnez un « j'aime » à cette vidéo et partagez-la avec un collègue jardinier qui est fatigué de porter de lourdes charges. Jusqu'à la prochaine fois, gardez vos racines profondes et votre esprit toujours vert. Si cette histoire du pommier de 60 ans a changé votre regard sur les pierres de votre jardin, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous découvrons la sagesse ancienne et les lois naturelles qui ont été négligées pendant trop longtemps. Cultivons un avenir qui se soutient lui-même. Notre prochaine découverte attend juste sous la surface.